Sur une route brûlante, sous un silence lourd, une simple intervention de routine va basculer en une affaire d'État. Une femme, ignorée, humiliée, mais loin d'être ordinaire. En quelques minutes, tout va changer, et ceux qui pensaient avoir le contrôle vont découvrir qu'ils viennent de franchir une ligne qu'on ne dépasse jamais sans conséquence. Voici l'histoire d'un moment où tout a basculé. Un policier lança avec mépris: « Qui comptes-tu appeler, hein? Personne ne prendra au sérieux quelqu'un comme toi. Retourne d'où tu viens. » L'officier n'avait même pas cherché à connaître son identité, il s'était arrêté à son apparence et avait laissé parler son hostilité. La générale Amara Diallo cligna des yeux, plus surprise par le ton que par les mots. La manière dont cet homme la regardait, comme si elle n'avait aucune valeur, comme si son rang et sa dignité n'existaient pas, était frappante. « Excusez-moi, » répondit-elle calmement, sans hausser la voix. « Quel est le problème, agent ?» L'autre policier intervint en ricanant, tournant autour du véhicule comme s'il procédait à une inspection. « Le problème, c'est que tu conduis une voiture qui ne t'appartient pas et que tu es habillé comme si tu jouais à la militaire. Et ces plaques officielles, tu les as eues où ?» Amara sentit un froid lui parcourir le corps. Deux agents incapables de reconnaître une insigne s'adressaient à elle avec un profond mépris. « Je suis la générale Amara Diallo. »« Vous commettez une erreur », tenta-t-elle d'expliquer, mais l'un d'eux la coupa brusquement en sortant des menottes. « Ça suffit. Je me fiche de ce que tu prétends être. Ce véhicule est suspect et tu es en état d'arrestation. » Avant qu'elle ne puisse répondre, elle fut tirée de force hors de la voiture. Le métal froid des menottes se referma sur ses poignets tandis qu'on la poussait violemment. L'un des agents se pencha vers elle avec un sourire méprisant, murmurant qu'elle ferait mieux de se préparer à passer la nuit en cellule. Elle exigea son téléphone, mais ils se moquèrent d'elle en fouillant ses affaires comme si tout leur appartenait. Lorsqu'ils trouvèrent l'appareil officiel, ils le brandirent comme une preuve contre elle, lançant des insinuations humiliantes. L'un d'eux resserra les menottes jusqu'à marquer sa peau, plaisantant avec cynisme sur son uniforme et son rang. Amara resta silencieuse un instant, fixant le sol brûlant, puis déclara d'une voix tendue qu'il violait des procédures fédérales. Cela ne fit que les faire rire davantage. Il continuait de fouiller le véhicule, jetant documents et dossiers au sol sans ménagement, insinuant qu'elle jouait un rôle qui n'était pas le sien. Elle sentait la douleur dans ses poignets, la chaleur sur sa peau, et l'humiliation de voir sa vie traitée sans respect. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » murmura-t-elle. L'un des agents s'approcha, lui releva le visage de force et lui dit qu'ici, elle n'était personne. Lorsqu'ils tombèrent sur un document officiel mentionnant son grade, ils éclatèrent de rire, refusant d'y croire. « Si vous avez un minimum de bon sens, rendez-moi mon téléphone, » répondit-elle en relevant légèrement le menton. En guise de réponse, elle reçut une gifle violente qui la fit vaciller. Le goût du sang envahit sa bouche, mais elle ne pleura pas. À l'intérieur, quelque chose changeait, ce n'était pas de la peur, mais une colère froide et maîtrisée. Les agents continuaient à affirmer leur autorité, répétant que sur cette route, seules leurs règles comptaient. Elle tenta une dernière fois de les prévenir, ce téléphone était une ligne directe et la situation pouvait rapidement leur échapper. Mais l'un d'eux le jeta violemment au sol, le brisant. Il se moquait encore, insinuant que son uniforme était un déguisement. Puis, d'un geste brusque, ils la forcèrent à s'agenouiller. Malgré la douleur et l'humiliation, Amara resta droite dans son regard. Ses yeux ne suppliaient pas, il annonçait quelque chose de plus grave. Toujours à genoux, elle leva les yeux vers eux et déclara calmement, « Dernière chance. Rendez-moi ce téléphone. Vous pouvez encore arrêter cela. » L'un des agents réagit avec mépris, mais son assurance commençait à vaciller. Quelque chose dans l'attitude d'Amara les troublait sans qu'ils ne comprennent encore pourquoi. Elle se releva lentement, les menottes tintant derrière elle, puis dit d'une voix posée, « Donnez-moi une minute. » Une seule. Si vous êtes si sûr que je ne suis personne, qu'est-ce que cela vous coûte de me laisser passer un appel? L'un d'eux tenta de répondre avec agressivité, mais son ton n'était plus aussi sûr. Et face à eux, malgré la situation, Amara restait parfaitement calme, comme si elle détenait encore le contrôle de ce qui allait suivre. « Vous devriez descendre du train avant qu'il ne déraille, » répondit-elle calmement, sans hausser la voix. « Parce que si je passe cet appel, tout s'arrête, pas seulement pour vous,
mais pour votre supérieur, votre service, et même ce comté entier. L'agent Duroc tenta de rire, mais son assurance vacillait légèrement. Tu n'appelles personne, répliqua-t-il en donnant un coup de pied dans les restes du téléphone brisé. Pourtant, une fissure se faisait sentir dans son ton. Amara esquissa un léger sourire. À ce moment-là, une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux bouclés et portant de larges lunettes, traversa la rue en courant avec son téléphone à la main. Elle le tendit avec détermination, « Utilisez le mien. Appelez qui vous devez appeler. » Duroc tenta de l'arrêter, mais elle ne recula pas, « C'est une générale, imbécile. » Moi aussi j'ai servi, je sais reconnaître cet uniforme, lança-t-elle avec fermeté. Un homme robuste, coiffé d'une casquette de vétéran, s'interposa également, repoussant l'agent. « Touchez-la et vous aurez affaire à moi, » dit-il d'une voix ferme. Amara leva ses mains menottées pendant que la jeune femme approchait le téléphone déverrouillé. Sans hésiter, elle composa un numéro de mémoire. Une voix froide et professionnelle répondit immédiatement. « Centre des communications de défense, identifiez-vous. » Amara prit une inspiration et déclara clairement, « Général de brigade Amara Diallo, code 4481 Lima. Je suis détenu illégalement par des officiers locaux sur l'autoroute principale, près d'une station-service. Ils détruisent du matériel fédéral et compromettent la sécurité opérationnelle. » Un murmure parcourut la foule. Duroc resta figé, tandis que son partenaire pâlissait. « Je répète, comportement hostile, intervention urgente requise, priorité maximale, » ajouta-t-elle. La voix au téléphone devint plus alerte, demandant confirmation de la position. Amara précisa rapidement les éléments disponibles, mais soudain l'un des agents tenta de faire tomber le téléphone. L'appareil heurta le sol, mais l'appel était déjà passé. Autour d'eux, les témoins réagirent, certains applaudirent, d'autres filmaient. L'atmosphère changea instantanément. Les deux agents commencèrent à perdre leur assurance, jetant des regards inquiets autour d'eux. Amara, malgré le sang sur ses lèvres et la douleur, releva la tête avec calme. Le silence s'installa, lourd. Cet appel était faux, tenta de dire Duroc, plus pour se rassurer lui-même que pour convaincre. Mais quelques minutes plus tard, sans sirène ni agitation, 3 véhicules noirs arrivèrent avec précision. Des agents en sortirent, impeccables, sur 2, avec l'autorité de ceux qui n'ont rien à prouver. L'un d'eux s'approcha. « Général Diallo ? » « Oui, » répondit-elle, droite malgré les menottes. « Confirmez-vous avoir été contrainte ? » ?»« Oui. » Pendant ce temps, un autre agent se dirigeait vers les policiers, exhibant brièvement une carte officielle. « Vous allez immédiatement baisser vos armes. » Le ton ne laissait place à aucune discussion. « Agence fédérale. Et la personne que vous avez arrêtée est un officier supérieur du commandement stratégique. » Le silence devint glacial. Les menottes furent retirées en quelques secondes. Amara massa ses poignets marqués, sans même regarder les agents fautifs. Ceux-ci tentèrent de se justifier, mais l'agent fédéral les interrompit, « Vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. » Amara se tourna alors vers eux, le regard tranchant. « Vérifiez mon identité ? Vous m'avez insulté, frappé et humilié. Voilà votre vérification ? » On lui présenta une tablette pour lancer une procédure officielle. Elle observa les deux hommes un instant, puis répondit, « Pas encore. Je veux qu'ils ressentent l'incertitude, qu'ils passent la nuit à se demander ce qui va leur arriver. » Finalement, elle donna son accord pour activer la procédure. Le processus disciplinaire fut immédiatement enclenché. Les agents furent retenus sur place, leurs droits leur furent expliqués, et les accusations préliminaires annoncées, abus de pouvoir, discrimination, destruction de biens fédéraux et agression. Amara, toujours marquée mais parfaitement droite, déclara calmement, « Je n'ai pas besoin de crier. J'ai le rang, les preuves et le temps. Ce qui vous attend n'est pas une chute rapide, mais lente et publique. » Peu après, d'autres agents arrivèrent pour officialiser leur suspension. Leurs insignes et leurs armes furent confisqués sur place. Pour la première fois, ils baissèrent la tête, vaincus. Amara les regarda partir sans un mot, sans triomphe, seulement avec la froide certitude que justice suivait son cours. Un agent s'approcha ensuite d'elle. « Souhaitez-vous une escorte ? »
Elle refusa calmement. Non, ça ira. Elle regarda l'horizon, le visage encore marqué mais l'esprit apaisé. Tout venait de commencer, et cette fois, le contrôle lui appartenait entièrement. Le silence qui suivit le départ des véhicules fédéraux n'était pas un simple vide sonore. C'était une pause lourde, presque irréelle, comme si le monde lui-même avait besoin d'un instant pour assimiler ce qui venait de se produire. Amara resta debout au bord de la route, immobile, les bras croisés, le regard perdu vers l'horizon où la lumière du soleil commençait à décliner. La chaleur de l'asphalte montait encore autour d'elle, mais quelque chose en elle s'était refroidi, stabilisé, verrouillé. La jeune femme aux lunettes s'approcha doucement. Elle n'osait pas parler tout de suite. Son courage d'il y a quelques minutes laissait maintenant place à une certaine appréhension. « Général, vous allez bien ?» demanda-t-elle finalement, la voix plus douce. Amara tourna légèrement la tête vers elle. Ses yeux, bien que marqués par l'épreuve, étaient d'une clarté impressionnante. « Oui. Grâce à vous. » La jeune femme secoua la tête. « Non, grâce à vous. Moi, j'ai juste passé un téléphone. Vous avez tenu. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Amara. Un vrai cette fois. Bref, mais sincère. Parfois, tenir est la seule chose qui compte. Autour d'elle, la foule commençait à se disperser. Certains témoins s'approchaient encore pour lui serrer la main, d'autres continuaient de filmer à distance. Mais peu à peu, la scène reprenait un semblant de normalité. Comme si l'injustice venait d'être effacée, du moins en surface. Un véhicule discret s'arrêta à quelques mètres. Ce n'était pas un véhicule d'intervention, mais une berline sobre, officielle sans être ostentatoire. Un homme en descendit. Costume sombre, allure posée, regard précis. Il s'approcha sans se presser. « Général Diallo. »« Commandant Verne, » répondit-elle immédiatement. Ils se saluèrent d'un simple hochement de tête, comme deux personnes qui n'avaient pas besoin de formalités. « On m'a informé de la situation en direct, » dit-il. « Et je dois dire que vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable. » Amara ne répondit pas immédiatement. Elle observa la route, puis les traces encore visibles de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une question de sang-froid. C'était une question de limite. Verne plissa légèrement les yeux. Une limite ? Oui. Celle qu'on franchit quand on pense pouvoir humilier quelqu'un sans conséquence. Aujourd'hui, ils ont appris que cette limite existe. Un silence bref s'installa entre eux. Une enquête complète est déjà en cours, reprit Verne. Mais ce qui s'est passé ici, va remonter très haut. Trop haut pour être étouffé. Amara hocha la tête. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ah bon ? Elle se tourna vers lui, plus directe. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien d'autres fois cela s'est produit, sans témoin, sans téléphone, sans appel. Verne ne répondit pas tout de suite. Parce qu'il connaissait déjà la réponse. Trop. Quelques heures plus tard, dans un bâtiment sécurisé, loin de l'agitation de l'autoroute, Amara se tenait assise face à un écran. Sur celui-ci, défilaient les images filmées par les témoins, les caméras embarquées, les extraits audio. Chaque mot, chaque geste, chaque regard était enregistré. Rien n'avait été perdu. Un analyste fit pause sur une image, celle où Duroc levait la main. Ici, dit-il. C'est le point de rupture juridique principal. Amara observa l'image. Son propre visage figé dans l'instant, juste avant l'impact. Elle ne détourna pas le regard. Non, répondit-elle calmement. Le point de rupture n'est pas là. L'analyste fronça les sourcils. Alors où ? Elle désigna un moment plus tôt dans la vidéo. Là. Quand ils ont décidé que je n'étais pas digne d'être écoutée. Le reste n'était qu'une conséquence. Dans la salle, personne ne parla. Parce que tout le monde comprenait. Le lendemain matin, l'affaire était déjà partout. Pas seulement dans les rapports officiels, mais aussi dans les médias. Les images avaient fuité. Les témoignages s'étaient multipliés. Les visages de Duroc et de son partenaire étaient devenus synonymes d'un système qui se fissurait sous ses propres contradictions. Mais Amara, elle, n'était pas devant les caméras.
Elle était dans une autre pièce. Plus calme. Plus stratégique. Devant elle, un dossier épais. Sur la couverture, révision des protocoles d'interaction civile-militaire. Elle ouvrit le dossier lentement. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Et en effet, ce n'était que le début. Parce que ce qui s'était passé sur cette route n'était pas un incident isolé. C'était un signal. Un déclencheur. Et Amara Diallo n'était pas du genre à laisser un signal se perdre dans le bruit. Elle allait remonter toute la chaîne. Chaque décision. Chaque faille. Chaque silence. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. La nuit tomba sans prévenir, avalant peu à peu les dernières lueurs du jour, mais dans les bureaux sécurisés où se trouvait Amara, aucune obscurité ne parvenait à s'installer. Les écrans restaient allumés, les voix basses des analystes circulaient comme un murmure constant, et chaque seconde semblait compter. L'incident de l'autoroute n'était déjà plus un simple fait isolé, il devenait une affaire d'État. Amara se tenait debout devant une grande baille vitrée, observant la ville plongée dans la pénombre. Derrière elle, le commandant Verne lisait un rapport fraîchement imprimé. On a identifié plusieurs interventions passées impliquant ces deux agents, dit-il finalement. Même schéma. Contrôle agressif, propos déplacés, mais jamais rien d'aussi grave. Cette fois, ils ont dépassé un seuil irréversible. Amara ne se retourna pas. Parce que cette fois, quelqu'un les a arrêtés. Un silence suivit. Puis elle se tourna lentement. Je veux tous les dossiers. Pas seulement les leurs. Je veux voir le système qui les a laissés agir comme ça. Verne hocha la tête. Il savait que ce moment arriverait. Ça va remonter loin. Très loin. Tant mieux, répondit-elle simplement. Quelques jours plus tard, une salle d'audience fédérale, sobre et imposante, accueillait les premières étapes officielles de l'affaire. Duroc et son partenaire, désormais en costume civil, n'avaient plus rien de leur arrogance passée. Leurs regards évitaient la salle, leurs épaules semblaient plus lourdes que jamais. Amara entra sans escorte visible. Pas besoin. Sa présence suffisait à remplir l'espace. Les murmures cessèrent presque instantanément. Elle ne chercha pas les regards, mais tout le monde la regardait. L'audience débuta. Les charges furent énumérées une à une. Abus de pouvoir. Violence. Destruction de biens fédéraux. Discrimination. Chaque mot tombait comme un marteau. Quand vint le moment des témoignages, Amara fut appelée. Elle s'avança calmement, posa une main sur le pupitre, et regarda droit devant elle. Sa voix, quand elle parla, n'était ni forte ni faible. Elle était maîtrisée. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur isolée. C'est le résultat d'un enchaînement de tolérance, de silence et d'habitude. Elle marqua une pause. Ils ne m'ont pas vue comme une officière. Ils ne m'ont même pas vue comme une personne. Et c'est précisément là que réside le problème. Dans la salle, personne ne bougeait. Duroc leva les yeux un instant. Juste un instant. Assez pour croiser le regard d'Amara. Et dans ce regard, il ne trouva ni haine ni triomphe. Seulement une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Les jours passèrent, et l'affaire continua de grandir. Des témoins supplémentaires se manifestèrent. D'anciennes vidéos refirent surface. D'autres victimes, jusque-là silencieuses, commencèrent à parler. Ce qui n'était qu'une scène sur une autoroute devenait une onde de choc. Mais Amara ne ralentissait pas. Un soir, tard, seule dans son bureau, elle relisait encore une fois les dossiers accumulés. Des noms, des dates, des rapports classés sans suite. Elle ferma les yeux un instant. Puis elle prit une décision. Le lendemain, elle convoqua une réunion avec des responsables de plusieurs agences. L'atmosphère était tendue. Certains savaient déjà ce qu'elle allait proposer. D'autres espéraient qu'elle irait moins loin. Elle ne leur laissa pas le choix. Nous allons revoir les protocoles. Tous. Formation, supervision, sanction. Et surtout, responsabilité. Un homme intervint. Avec tout le respect, général, ce genre de réforme prend des années. Amara le fixa. Alors il est temps de commencer maintenant. Un autre tenta.
Vous allez créer des résistances énormes. Les résistances ne sont pas le problème, répondit-elle. Le problème, c'est ce qui se passe quand personne ne résiste. Le silence tomba dans la salle. Parce qu'au fond, chacun savait qu'elle avait raison. Quelques semaines plus tard, les premières décisions tombèrent. Suspension élargie. Enquêtes internes. Révision obligatoire des procédures. Ce n'était qu'un début, mais c'était réel. Et sur une route désormais vide, là où tout avait commencé, il ne restait aucune trace visible de ce qui s'était passé. Aucune. Sauf pour ceux qui savaient. Et Amara, elle, n'oubliait pas. Elle n'oubliait jamais. Parce que pour elle, ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était une question de mémoire. Et tant que la mémoire restait vivante, le changement restait possible. Elle regarda une dernière fois le dossier posé sur son bureau. Puis elle le referma doucement. Cette fois, ce n'était pas la fin. C'était une transformation.